Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette rencontre au Café de la Librairie. C'est une très très belle salle ce soir. Et cette rencontre pour laquelle je suis vraiment ravie d'accueillir Yasmina Khadra. Alors bonsoir, merci beaucoup de votre venue jusqu'à Brest pour cette rencontre à dialogue. On est vraiment enchantés de vous y accueillir. Alors, avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes né au mi-temps du XXe siècle à Kenatsa, un village situé aux portes du Sahara algérien. Elle a tout gâché. À l'âge de 9 ans, vous connaissez une déchirure, vous quittez votre famille pour rejoindre une institution militaire et vous passerez 36 ans de votre vie dans l'armée, dont vous avez été un officier supérieur. Vous avez notamment lutté contre les groupes islamistes pendant les années 90, ce qu'on a appelé la décennie noire. Et puis parallèlement, l'écriture est arrivée très tôt. Dès l'enfance, vous rêvez d'être poète et vous vous tournez vers la littérature. Votre premier recueil de nouvelles paraît dès le début des années 80, sous votre vrai nom. Mais votre vocation littéraire n'étant pas bien vue par l'armée et pour échapper à la censure militaire, vous décidez finalement d'écrire dans la clandestinité, sous pseudonyme. Et c'est ainsi que Yasmina Khadra est née, en empruntant 2 prénoms de votre épouse. Oui, mais comme elle est intelligente, moi j'écris des bouquins, mais c'est elle qui encaisse l'échec. Alors c'est en 1997 que paraît Morituri, le premier roman écrit sous ce nom. Suivront de nombreux autres, parmi lesquels on peut citer Ce que le jour doit à la nuit, L'équation africaine, La dernière nuit du Raïs, et puis bien sûr la trilogie composée par L'attentat, Les hirondelles de Kaboul et Les sirènes de Bagdad. Par ces romans, portés par votre talent de conteur, plaçant le sujet humain au premier plan, racontant aussi notre monde, ses dérives et ses espoirs, vous avez conquis le cœur de millions de lecteurs dans le monde entier, puisque vous êtes traduit dans une 50aine de pays, ce qui fait de... Une 60aine, pardon. Ce qui fait de non, vous... mais si elle avait dit 70, j'aurais dit 60. Hein. Ah oui. Ce qui fait de vous l'écrivain algérien le plus lu au monde. Vous avez aussi été consacré à 2 reprises par l'Académie française, et puis plusieurs de vos romans ont été adaptés au théâtre, au cinéma, en bande dessinée, et ont inspiré plusieurs supports artistiques. Alors aujourd'hui, on a la joie de vous accueillir à Dialogue à l'occasion de la parution en poche aux éditions Pocket d'un superbe roman intitulé Les Vertueux, une épopée à hauteur d'homme qui est aussi une grande fresque sociale et historique. Ce livre nous plonge dans l'Algérie de la première moitié du XXe siècle, aux côtés d'un personnage marquant et attachant sur qui le sort s'acharne, mais qui continue à avancer malgré tout. C'est un livre au souffle narratif puissant qui nous fait aussi découvrir tout un pan de l'histoire algérienne, oublié et pourtant fondateur. Alors, avant de plonger dans Les Vertueux, d'en savoir plus sur la façon dont vous l'avez écrit, j'aurais souhaité revenir au tout début de votre vocation d'écrivain, lorsque vous étiez enfant, et que la langue française, qui n'était pas votre langue maternelle, est devenue votre langue d'écriture. Alors, je crois qu'un professeur en particulier a joué un rôle fondateur pour vous à ce moment-là. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire quelques mots et de nous parler de votre rapport à la langue française ? Bonsoir d'abord. Mon rapport à la langue française, ça a été un coup de foudre. C'était une rencontre cosmique. Quand j'étais petit, je voulais devenir écrivain, poète en arabe. J'étais excellent en arabe, j'étais nul en français, mais vraiment nul. Et je trouve que mon professeur de français s'intéressait un petit peu à mon imaginaire. Et il était vraiment désolé de m'infliger des 6 sur 8, sur 20, 8 sur 20. Et un jour, il a commencé à s'intéresser à moi. Et on était à l'école des cadets. Dans cette école, on nous appelait par nos matricules. Moi, j'étais 129, et puis plus tard, quand je suis passé au lycée, je suis devenu 561. Et ce professeur m'appelait par mon vrai nom, Monsieur Moulay Séoul. C'était magnifique. Donc, et il donnait beaucoup de son temps pour moi, en tant que professeur. Et j'insiste, ce n'est pas parce qu'il avait découvert quoi que ce soit. Il voulait juste aider un élève à mieux peaufiner sa dissertation, pas plus. Jamais il n'a pensé que j'allais devenir écrivain et tout. Et j'ai aimé ce professeur, et pour ne pas le décevoir, j'ai commencé à aimer sa langue. Et j'ai découvert la langue française qui m'a permis aujourd'hui d'être dans le monde entier. Vous savez, aujourd'hui en Algérie, certains m'insultent. Ils trouvent que je suis un traître, que voilà, que j'ai trahi la patrie. J'ai passé pourtant 36 ans de ma vie dans l'armée. J'ai passé ma vie à défendre les frontières de mon pays. J'ai passé 8 ans de guerre sans interruption à lutter contre le terrorisme. J'étais même l'un des principaux
concepteur de la lutte antiterroriste dans mon pays. Et parce que j'écris en français, pour certains, je deviens un traître. Pour moi, la langue française, c'est une langue sublime. C'est une langue, j'ai un amour fou pour elle. Et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Parce que sans cette langue, jamais je ne serais ce que l'homme que je suis aujourd'hui. Jamais. Donc, voilà, c'est une très belle rencontre. J'ai découvert qu'elle était capable de tout dire, qu'elle était capable de tout expliquer et qu'elle accueillait toutes les langues. Vous savez, je suis traduit en 55 langues. Je vous assure que peut-être 99% de ces traductions n'ont jamais atteint le niveau littéraire et poétique que j'ai dans mes livres. Jamais. Or, quand on prend n'importe quel livre, de Sri Lanka, de la Colombie, ou de l'Arménie ou de la Turkménie, quand ces livres-là sont traduits en français, ils gardent intacts leur force et leur poésie et leur singularité. Donc la langue française, elle est capable de tout traduire. Elle est immense, elle est aussi immense que la langue arabe. Je crois que ce sont deux langues magnifiques. La langue arabe pour la poésie et la langue française pour le roman. Et je suis très content d'être aujourd'hui un romancier en langue française. Merci beaucoup. Alors, Les Vertueux, c'est un roman très important pour vous, un livre que je crois vous aviez en vous depuis longtemps, qui a nécessité 3 années d'écriture acharnée. Est-ce que vous pourriez nous raconter les prémices de ce roman, le moment où il a commencé à naître pour vous? Il était comme un agent dormant dans mon esprit. En 2008 ou 2007, j'étais au centre culturel algérien. Il est venu me voir un Algérien qui se battait pour que la France reconnaisse le sacrifice des tirailleurs algériens. Donc il frappait à toutes les portes, il essayait il a déployé tous les efforts titanesques possibles. Et il était venu pour que je fasse la préface d'une bande dessinée consacrée aux tirailleurs. La bande dessinée s'intitule Les Turcos. Vous savez pourquoi on appelle les Algériens les Turcos? Parce que pendant la guerre en Crimée, ils avaient déployé une telle vaillance que les Russes pensaient avoir affaire à des Turcs, alors que c'était uniquement des Algériens. Donc ils ont gardé cette appellation, ce qualificatif, le Turco. Cet Algérien m'avait demandé de préfacer le livre, la bande dessinée. J'ai fait une petite préface. Et puis il est revenu me demander si je pouvais écrire un roman sur les tirailleurs. J'ai dit pas question. Moi j'écris les choses qui m'interpellent. Quand je suis inspiré par quelque chose, quand il y a des questionnements qui m'empêchent de dormir, ou qui gravitent autour de ma propre inquiétude, j'essaie d'écrire pour comprendre ou pour conjurer quelque chose. Donc, j'ai dit, non, je suis désolé, mais je n'écris jamais sur commande. Et c'est parti, c'était en 2007 ou 2008. 10 ans plus tard, alors que ma mère ne m'avait jamais parlé de tirailleurs, jamais. Elle a commencé un soir à me parler de ses grands-oncles qui étaient partis faire la guerre en Europe et qui n'étaient jamais revenus. Et ça a éveillé quelque chose en moi. Et l'agent dormant, il a sursauté. Ma mère, entre-temps, elle était très malade, donc elle est décédée. Et quelle était pour moi la meilleure façon de lui dire merci pour la mère qu'elle a été pour moi, pour la femme extraordinaire qu'elle a été. Ma mère, c'est une femme qui a souffert toute sa vie. Toute sa vie, elle a souffert. Mais elle n'a jamais fait tort à personne. Pour moi, c'est une philosophie. Cette femme, c'est une prophétie pour moi. Donc, je me suis dit que peut-être la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est d'écrire un livre, mais avec son âme à elle. Et pendant toute l'écriture de ce livre, elle était là. Je vous assure que je sentais sa présence. C'est une femme analphabète. Elle est allée dans un cours de, comment on appelle ça, les cours d'enseignement, je ne sais pas, pour les personnes âgées. Elle avait 82 ans. Elle est allée pour apprendre à écrire. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle est allée apprendre à écrire. Elle a passé une seule séance. Le deuxième jour, elle est revenue et a dit, écoutez, je ne peux pas rentrer, j'ai redoublé. Donc, voilà. Mais elle était une poétesse, vraiment. Elle savait dire les choses, avec ses mots à elle, mais elle savait tellement rendre l'émotion.
Elle était une magicienne du verbe, même si elle ne savait pas écrire, mais elle savait parler. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas écrire qu'ils ne savent pas réfléchir ou qu'ils ne savent pas parler. Moi, personnellement, de temps en temps, quand je veux m'enseigner un peu, je vais dans le désert, au fin fond du désert. Je rencontre des personnes, les anciens, ce que nous appelons, nous, les anciens. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils ont passé leur vie dans la confrérie ou peut-être à la mosquée. Mais je vous assure, quand ils commencent à parler de la ville, quel que soit... quelles aient été mes études, quelle que soit ma notoriété et tout, je redeviens un petit enfant qui apprend. Parce que ces gens-là ont l'enseignement de la vie. Ils ont une philosophie de la vie qui transcende la mienne. Donc je m'instruis auprès de ces gens-là. Donc ma mère fait partie de cette catégorie de personnes qui m'a toujours fasciné et j'ai voulu réussir. Le plus beau livre de ma vie. Et c'est le plus beau livre de ma vie. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais nous préférons ce que le jour doit à la nuit. Ah, chacun a le droit de préférer ce qu'il veut. Sur le plan émotionnel, oui, c'est vrai que ce que le jour doit à la nuit, il est fort. Mais celui-là, sur le plan littéraire, c'est... J'ai essayé d'être vraiment un vrai écrivain de langue française. J'ai essayé dans les autres livres, mais j'avais le sentiment d'être encore un petit... Mais avec celui-là, je suis persuadé d'avoir franchi un pas. Voilà. Ce livre m'a grandi et m'a libéré de toutes les affres de l'écriture. Et en effet, cette philosophie dont vous nous parliez, elle infuse le roman. Alors, la personne de votre mère, elle citait, vous lui dédiez le livre. Vous écrivez à ma mère qui ne savait ni lire ni écrire et qui m'a inspiré ce livre. Et puis aussi, vous nous faites parcourir l'Algérie à travers ce livre et ses super paysages. Et vous consacrez de très belles pages au village de Kenatsa, où vous êtes né et qui est un lieu très ressourçant dans le roman. Alors, dans quelle mesure est-ce que, pour écrire ce livre, vous avez puisé dans vos sensations de l'enfance ? D'abord, il suffit de voyager en Algérie et chaque village vous raconte son histoire. Les gens, ils sont tellement attachants. En Algérie, au bout de 2 minutes, l'Algérien devient votre ami. Il s'assoit à votre table, il vous tutoie, il vous raconte sa vie, il veut tout savoir sur vous. Ce sont des gens magnifiques, sincèrement. Vraiment, ils sont d'une ouverture d'esprit que j'ai rarement rencontré ailleurs. Et donc, c'est très facile de connaître l'histoire de ce pays. Il suffit d'écouter. Moi, j'aime écouter. J'aime écouter les anciens. Je suis preneur de tout ce qu'ils racontent. Et j'engrange, j'emmagasine. Et par la suite, je convoque la langue française pour m'aider à mettre sur du papier tout ce que j'ai appris des autres. Pourquoi j'ai choisi cette époque, la Première Guerre mondiale? Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, l'Algérie était fractionnée, était fracturée. Les gens se battaient. Depuis l'arrivée de la France, les Algériens n'ont jamais arrêté de combattre le colonialisme. Jamais. Depuis 1830 jusqu'en 1903. Ils n'ont jamais arrêté de se battre. Sauf que chaque tribu se battait sur son territoire. Et après, avec la Première Guerre mondiale, les Algériens ont accédé à la notion de la nation. Ils ont commencé à réfléchir en tant que peuple, et non pas en tant que tribu. Et c'est là où... Pourquoi? Parce que l'armée a rassemblé pas mal de gens qui venaient de tous les coins de l'Algérie. Et c'est comme ça que l'identité algérienne, elle a été construite ou irriguée par le sang de tous ceux qui sont morts. Et au retour de la guerre, les gens ont pensé qu'ils avaient un devoir vis-à-vis de leur propre patrie. Ils avaient défendu la France, ils l'ont même libérée, mais qu'avaient-ils fait pour l'Algérie? Et c'est à partir de ce retour que l'idée de l'Algérie a commencé à se ramifier, d'abord à travers les confréries, les zaouïas, les confréries, et puis par la suite, ils ont touché quelques politiques qui ont commencé à parler du nationalisme algérien. Mais en même temps, cette période-là, c'est la période qui a construit l'Algérien d'aujourd'hui. L'Algérien que vous connaissez, eh ben il a été construit à cette époque, entre la Première Guerre mondiale et les années 1950. C'est juste avant le déclenchement de la guerre de libération. Parce que l'Algérie avait connu toutes les épreuves, possibles et imaginables, toutes les épreuves. Et j'ai voulu que mon personnage les incarne toutes. Sinon, j'allais écrire un livre de 1000 pages. Je m'excuse auprès d'Yassine, vraiment, parce que je l'ai surchargé. Le pauvre, il n'a pas pu relever la tête. Mais il l'a fait par devoir. Il l'a fait par devoir national.
Donc je m'excuse auprès de lui, mais je vous assure que l'Algérien que vous voyez, qui est très en colère, qui est très impulsif, il est tout le temps avec un drapeau algérien. Donc même à Ottawa, une fois, il y avait la coupe, enfin, le hockey sur glace. Nous, on n'a pas de hockey sur glace, on ne sait pas ce que c'est. Eh ben, dans les tribunes, il y avait des drapeaux algériens. C'est fou, je vais vous dire. Eh ben, en même temps, il est paradoxal ce personnage, l'Algérien. Vous ne pouvez pas trouver meilleur ami au monde qu'un Algérien. Il vous donne tout, un Algérien. Mais vous ne pouvez pas trouver pire ennemi qu'un Algérien. Il est dans les extrêmes. Il ne sait pas comment dirais-je, il n'est pas modéré. Il est entier. Il est entier dans la joie, dans la douleur, dans la gratitude, dans la générosité, et aussi dans la rancune. Et bon, j'espère qu'à travers ce livre, on puisse au moins trouver quelques jalons capables de nous faire sortir de tout cela et de nous rendre à la normalité. Nous avons trop souffert pour ne pas être dans l'excès. Il y a 2 jours, par exemple, j'avais fait un post concernant ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. C'est un texte qui est adressé à l'Occident. Ben, ce sont des Algériens qui ont réagi, qui m'ont insulté. Alors que je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse. C'est vous dire qu'ils sont preneurs de tous les défis, mais aussi ils sont preneurs de tous les ridicules. Voilà, et on essaye peut-être un jour de voir cet Algérien tout simplement se calmer et essayer de se projeter dans la sérénité. Les blessures sont encore très, très vives. C'est pour ça que, parce que j'écris en français, pour beaucoup de gens, j'ai vendu mon âme aux Français. Donc, ils ne comprennent pas que la littérature n'a rien à voir avec la langue. La langue, ce n'est qu'un outil. La littérature, c'est une question de verbe. C'est une question de sensibilité. C'est une question de générosité. Quand on lit les Vertueux, on est happé par le rythme, porté par la musicalité de la langue. On a aussi une foule d'images qui apparaissent. Vous faites véritablement exister les lieux que vous décrivez. On a le sentiment d'y être projeté. D'ailleurs, plusieurs de vos romans ont été adaptés avec succès au cinéma. Je me demandais quelle est l'importance de l'image pour vous dans le processus d'écriture. Dans quelle mesure est-ce que vous voyez les scènes avant de les écrire ? Je crois que ça, c'est algérien. Oui, c'est algérien. Nous sommes beaucoup plus captés par l'image avant d'aller vers le sens. Et puis, dans le Sahara, chez nous, on commence à mourir à l'instant où l'on commence à perdre la vue. Parce que c'est la vue qui nous permet de déceler le scorpion parmi les pierres, ou la vipère dans le sable. On voit juste ses cornes. Puis, ce sont les yeux qui nous racontent le temps qui va venir, qui va arriver. Est-ce qu'il va y avoir la pluie? Est-ce qu'il va y avoir une tempête? Donc, les yeux, c'est absolument... c'est vital. C'est vital. En ce qui me concerne, je suis un ressortissant de la bande dessinée. Quand j'étais petit, j'adorais la bande dessinée. J'adorais les livres illustrés. Donc, je ne pouvais pas dissocier le texte de l'image. Et ça m'a toujours accompagné. Ce qui fait que lorsque j'écris, j'écris avec une caméra sur l'épaule. Je vois et je décris, comme un peintre. Voilà, et c'est une manière assez efficace pour rendre le livre prenant. Pour moi, un écrivain se doit d'insuffler une âme à une œuvre. Il ne suffit pas uniquement d'écrire, même si la langue est belle, s'il n'y a pas cette sensibilité, s'il n'y a pas cette émotion, s'il n'y a pas cette maîtrise de l'émotion, on ne pourra rien faire. Beaucoup de gens pensent que c'est l'écrivain qui fait avancer un roman, c'est son style. Non. Ce qui fait avancer un roman, c'est le personnage. Ce n'est pas crédible, vous pouvez déployer tous les styles du monde, ce ne sera qu'un exercice de style. Alors justement, ce personnage, alors
Les Vertueux, c'est une vibrante épopée. On ne va pas en révéler toutes les péripéties qui se découvrent au fil de la lecture. Non, si vous voulez, je peux vous raconter la fin et on va partir. Non, justement. Mais on peut dire que son personnage s'appelle Yassine Cheraga, qu'il naît et grandit dans une grande pauvreté, dans un douar, géré de manière féodale par un caïd, que c'est un être, Yassine, d'une grande droiture, qui a une certaine candeur aussi, et puis qui va bien malgré lui découvrir le monde dans toute sa brutalité et sa violence. Donc tout au long de la lecture, on se tient en plus près de Yassine, de ses malheurs, de ses quelques joies aussi. On s'y attache vraiment. Alors qu'est-ce qu'il en a été pour vous au moment de l'écriture? Comment est-ce qu'il s'est construit pour vous? Et quel était votre lien à ce personnage au fur et à mesure? D'abord, il y a beaucoup de gens qui parlent de candeur. Mon personnage n'est pas candide. Il est pieux. Et vous savez, quand on est pauvre, on n'a qu'une seule richesse, c'est la foi. On n'a pas d'autre richesse. On veut toujours croire en un Dieu qui pourrait un jour nous récompenser pour notre dévouement, pour notre amour du prochain. Donc mon personnage, il a été élevé de cette manière. Il ne peut pas être insolent vis-à-vis de plus aînés que lui. Ça veut dire de plus âgé, non, de plus aîné que lui. S'il y a quelqu'un, il a 14 ans ou il a 20 ans, s'il y a une personne qui a 22 ans, il n'a pas le droit d'être insolent avec elle. C'est comme ça qu'on a été élevé. Mais ce personnage-là, c'est surtout, il ressemble beaucoup à ma mère. Beaucoup de gens me demandent s'il n'y a pas une part de moi-même. C'est vrai. Je suis quelqu'un qui pardonne. J'ai pardonné toute ma vie. Pourquoi? Parce que je l'ai fait par intelligence. J'ai écrit quelque part, pour vivre heureux, il faut vivre sans rancune. Je me suis dit, si jamais j'ai commencé à emmagasiner, à engranger toutes les épreuves, la perfidie des autres, je ne pourrai jamais m'en sortir. Il faut aller vers la lumière, il faut aller vers ce qui nous émerveille. S'attarder sur ce qui nous blesse ne fera que nous détruire davantage. Moi, j'ai grandi dans un milieu absolument intenable. À l'âge de 9 ans, j'étais dans l'armée. J'ai été élevé comme un adulte. À l'âge de 9 ans, j'allais en prison. À l'âge de 9 ans, on nous réveillait à coups de blasphème et de coups de pied à 5 heures du matin. À l'âge de 9 ans, on devait courir au réfectoire pour pouvoir boire son café. C'était terrible pour un enfant, c'est terrible. Mais j'ai dit, c'est une épreuve qui m'a forgé. Cette épreuve m'a rendu plus fort encore. Et d'autres, je connais beaucoup de cadets qui ont été brisés par cette enfance. On est amis depuis les années 60. C'est une amitié indéfectible. C'est la même amitié. Des gens sont devenus des généraux, d'autres ils sont devenus des chauffeurs de taxi, d'autres des médecins, d'autres des détenus, je ne sais pas. Mais on est restés unis jusqu'à présent. Et on les voit. On voit comment cette enfance a détruit peut-être 75% de ces enfants-là, de ces cadets. Moi, j'ai voulu faire en sorte que je survive à tout ça. Et j'ai appris à aller uniquement vers ce qui m'émerveille. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je ne sais pas comment le dire en français, mais ça, c'est un petit peu comme ça. Le mal qu'on me fait, je le laisse à ceux qui me le font. Je ne l'emporte pas avec moi. Vous voulez me faire du mal, il n'y a pas de problème. Mais je vous le laisse. Il ne m'accompagnera jamais. Alors, et c'est ça, là-bas. Beaucoup de gens me demandent comment j'arrive à rester toujours bienveillant dans mes textes alors que je n'ai pas arrêté de subir tous les affronts, toutes les exclusions. Vous savez, je suis très calomnié. Je dis parce que tout simplement, je regarde les gens qui m'aiment. Je vais vers les gens qui m'apprécient. Et je puise dans cet amour qu'ils ont pour moi, l'amour que j'ai pour moi-même aussi et pour les autres. Donc c'est ça qui me grandit. Et c'est le conseil que je donne toujours aux gens. On n'a qu'une seule vie. On ne vit qu'une seule fois, autant vivre pleinement cette vie. Et la seule façon de vivre pleinement sa vie, c'est de savoir aimer de chaque religion un chant et de chaque folklore un chant. C'est comme ça que je suis. J'adore les gens partout où je vais et c'est un enchantement. Pour moi, toute rencontre, c'est une rencontre heureuse. Voilà. Et cette force-là, vous l'avez donnée à Yassine. Voilà, lui, c'est comme ça. Alors, voilà. Au cours de cette épopée, Yassine, il va rencontrer de nombreux autres personnages qu'on va retrouver à différents moments du roman. Certains sont plutôt du côté des agneaux, comme Yassine, d'autres plutôt du côté des loups.
Mais à la majorité d'entre eux, vous donnez une part d'humanité. Vous les faites exister aussi dans leurs doutes, dans leurs faiblesses, et vous nous mettez, nous, lecteurs, dans une position d'empathie. Alors, est-ce que c'est essentiel lorsque l'on écrit? Et est-ce que pour faire exister un personnage, il faut nécessairement l'aimer? Moi, je peux pas raconter quelqu'un que je n'aime pas, qui soit tyran, qui soit le pire personnage qui puisse exister au monde. Il faut impérativement que je l'aime. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on déteste quelqu'un, on croit voir ses défauts, mais en réalité, on ne voit que sa propre noirceur. On le déteste, il peut faire tout. Il peut être un génie, il peut être un magicien, il peut être d'une très grande générosité. On ne voit jamais ça. On voit que la détestation qu'on a pour lui. Mais quand on aime, on voit tout. On voit les défauts, on voit les qualités, on voit sa grandeur, sa petitesse. Et on le prend en entier. Et c'est ça qui permet à un écrivain de mieux faire exister son personnage. Moi, je vis chacun de mes personnages. Quand je parle de Moreau, par exemple, dans ce livre, pendant que je parle de lui, je suis Moreau. Quand j'ai écrit La dernière nuit du Reich, racontant la dernière nuit de Kadhafi, j'étais Kadhafi. Les gens, moi, je n'avais jamais rencontré ce bonhomme, mais quand j'ai sorti ce livre, il y avait une personne qui a fait tout pour me joindre, pour me demander après quelqu'un qui était très proche de Kadhafi. Il dit, j'ai jamais rencontré cette personne, ne me racontez pas le Beauvoir, parce qu'il faut connaître ce personnage pour écrire un tel livre. J'ai jamais rencontré cette personne. Mais j'aime quand je prends un personnage, je deviens lui. J'essaie d'aller au plus profond de ses états d'âme. Ces arcanes deviennent presque mon laboratoire à moi. Voilà, et l'écrivain se doit d'aimer son personnage. Sinon, il y a beaucoup de mes lecteurs n'ont pas aimé, par exemple, le sel de tous les oublis. Moi, j'adore ce livre. J'adore ce livre. Mais ce n'est pas croyable. J'ai trouvé l'écriture, elle est magnifique. Mais mon personnage, il est dégoûtant. Il est dérangeant. Il est antipathique. Mais c'est normal. Si on la déteste, c'est ce que j'ai réussi. Voilà. Mais les gens ne voient pas ce travail. Ils voient uniquement ce qu'ils gardent du personnage lui-même. Et ça gâche un petit peu la lecture. Donc il faut accepter. Un personnage, il est là pour nous raconter, nous. On pense aller vers l'histoire d'un personnage, mais c'est faux. On est toujours en quête de soi à travers la vie d'un personnage. Et si nous sommes capables d'avoir de l'empathie pour un type comme Adam, qui est révoltant d'animosité, eh ben c'est parce que nous sommes humains. Voilà, moi je suis comme ça. Je ne peux pas détester quelqu'un. J'ai rencontré des loups dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui m'ont trahi. Je n'ai jamais réussi à les haïr. Je m'en fiche. Je me tourne toujours vers ceux qui me comblent de bonheur. C'est ça, être intelligent. Alors, quand vous nous avez raconté comment ce roman était né, le tout début, il y a une quinzaine d'années, c'est quand vous avez dû écrire cette préface de cette bande dessinée sur les Turcos. Et en effet, cette histoire des Turcos, c'est l'histoire de Yacine aussi, puisque pendant toute la première partie du roman, il va être parmi les tirailleurs algériens donc, qui ont servi dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on se tient dans les tranchées à leur côté, on vit avec eux la laideur de la guerre. Et puis, à la fin de cette première partie, il y a un dialogue entre deux de vos personnages et vous leur faites dire pourquoi, est-ce qu'on se souviendra de nous, et l'un lui dit, ils disent nous sommes battus avec la même bravoure, tirailleurs, zouaves, sénégalais, alliés, français, indiens, tous comme des frères pour l'honneur et la liberté. Alors pourquoi ne se souviendrait-on pas de nous? Parce que c'est comme ça, si nous avons été égaux dans le martyre, l'histoire ne retiendra que les héros qui l'arrangent. Alors, est-ce que aussi dans ce livre... C'est la vérité, non? Les plus grands héros, ce sont ces soldats inconnus. Et on retient uniquement les noms des généraux et tout. Et ça, c'est pas juste. Et est-ce que justement, un tel roman et la littérature peut et doit peut-être jouer un rôle dans cette mémoire? La littérature, c'est déjà une mémoire. Même quand elle part du présent, c'est déjà la mémoire de demain. Les écrivains, ce sont un petit peu les faiseurs de feuilles de route du destin. Ce sont eux qui construisent un petit peu le destin de ceux qui réfléchissent. Parce que les gens qui vont vers les gens qui se dirigent sur l'horizon sans réfléchir, ce sont des gens qui sont emportés par un sort.
ils ne se sont pas élevés au rang du destin. Le destin, c'est quand on a conscience de ce qu'on fait et quand on a conscience de tous les périls qui jalonnent notre cheminement ou bien de tous les défis. Et ça, ce sont les écrivains, les intellectuels, les artistes, les humoristes. Ce sont ces gens-là qui nous construisent dans ce destin. Quelqu'un qui n'a pas de repère probant, qui n'a pas une culture assez forte pour lui dire qui il est, c'est quelqu'un qui est emporté par le sort. Il ne sait pas ce que c'est qu'un destin. Et puis dans ce livre, il y a aussi de très beaux personnages de femmes. Alors, femmes. Une des premières fois qu'on croise les femmes dans le roman, c'est d'ailleurs une très belle scène. On est en juin 1918. Yacine et ses compagnons d'armes sont habitués à la guerre et au danger, à tel point que ce sont les moments d'accalmie qui sont les plus inquiétants, les plus difficiles à vivre pour eux. Et puis, ils sont en plein dans un moment d'accalmie. Ils sont envoyés en éclaireur. Et par hasard, ils découvrent des femmes en train de se baigner dans la rivière. Et à ce moment-là, la guerre disparaît. L'émerveillement de la vie renaît. Alors, est-ce que dans cette scène, et peut-être même dans le roman, les femmes sont celles qui rendent possible une renaissance à soi-même? Vous savez, je m'excuse auprès des hommes. Pour moi, les hommes ne sont que les accessoires d'une femme. Il y a la femme et l'homme, c'est un accessoire de fortune, en plus. J'ai voulu, à travers cet instant-là, ils sont dans le monde des hommes, la guerre. C'est le monde des hommes. Les hommes, c'est-à-dire le monde violent, le monde stupide. On est dans la bêtise. Et puis d'un seul coup, dans une rivière, ils voient des femmes en train de se baigner en riant. Et c'est le rire de ces femmes ont dominé le chahut ou la polyphonie des armes. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, elle est là. On vient pour aimer. On ne vient pas pour haïr. On vient pour vivre. Et je crois que le plus beau cadeau du ciel que le Dieu nous a donné, c'est la femme. Celui qui ne sait pas mériter la femme, il ne sait pas mériter la vie. Et ce sera tant pis pour sa gueule. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire qui m'a donné le courage d'être moi. Il m'est arrivé à maintes reprises de vouloir baisser les bras et d'aller ailleurs. Et elle était toujours là pour me donner une force extraordinaire. Avant de venir en France, j'étais quelqu'un de très lu en France. J'étais très lu en France. J'arrive, personne ne savait qui était Yasmina Khadra. Chacun imaginait une femme et tout, et puis arrive un bonhomme. Mon Dieu! Il était esquinté par 8 ans de guerre, je faisais 52 kilos, j'étais moche comme un pou, maigre comme un clou. Et la magie n'a pas pris. Elle s'est disloquée dans cette attente qui finalement a débouché sur une énorme déception. Et donc j'ai connu l'exclusion, je suis venu au mauvais moment. Vous vous rappelez, c'était qui tue qui. On disait toujours tous que l'armée algérienne assassinait des civils. Il n'y avait pas de terroristes en Algérie, il n'y avait que l'armée qui tuait. Et moi j'étais soldat, donc j'ai tout pris en plein la gueule. Et j'étais désespéré. Et un jour, elle m'a dit, quand même, quand le matin, quand tu sortais de chez moi, de la maison que tu partais, moi, quand je sortais, j'allais souvent dans les maquis. J'étais un officier de la reconnaissance, donc j'allais me mettre en danger. Elle m'a dit, au fond de moi-même, j'étais absolument certain que tu allais me revenir. Voilà, quelque chose me disait que tu allais me revenir chaque soir. Mais là, tu viens à Paris et ce sont des salonnards qui te désarçonnent à ce point. Elle m'a dit, tu m'as déçu. Vraiment, tu me déçois. Et je lui ai dit ceci. Ça fait partie de ma mégalomanie. Hein. Je lui ai dit, pour toi. Je l'ai bien regardé dans les yeux. Je lui ai dit, pour toi, je vais conquérir le monde. À l'époque, j'étais traduit dans 12 pays. Et pour elle, aujourd'hui, je suis traduit dans 60 pays en 55 langues. Voilà, c'est pour elle. Pour mériter cette dame. Pour être digne de tous les efforts qu'elle a déployés pour que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc les hommes, si vous voulez être heureux, apprenez à respecter d'abord la femme et l'aimer par la suite. Hein? Ouais? Ouais, mais elle ne veut pas. Elle vient, elle reste là pendant des heures parce qu'elle parle avec moi dans les salons. Elle souffre, la pauvre.
Et encore ici, j'ai rencontré une superbe... Mais par exemple, en Algérie, ce sont des gens, des milliers qui viennent me voir. Des milliers, c'est 1900. Et elle reste pendant des heures et des heures. Elle en a marre, elle me dit, écoute. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui viennent lui demander si elle pouvait m'embrasser. Donc, s'il vous plaît, on peut l'embrasser, allez-y. Elle en a marre. Elle est fatiguée. Et puis dans ce roman, il dit aussi à plusieurs reprises la force des mots, à travers des personnages de poètes qui redonnent un sens au monde, ou de sages qui, dans la pure tradition bédouine, ont des mots qui touchent autant le cœur que l'esprit. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure de cette philosophie, et cette philosophie qui permet de tracer un chemin vers une paix intérieure aussi. À travers ce roman, à travers tous vos romans, vous démontrez aussi le pouvoir de la littérature qui nous rassemble, qui nous fait nous mettre à la place de l'autre, qui nous ouvre ainsi au monde. Et pourtant, parfois, face à l'actualité, au monde qui ne va pas, les mots peuvent sembler dérisoires, le découragement peut guetter. Alors comment est-ce qu'on cultive tout de même l'espoir, malgré tout? Là, on sort un peu des mots et on rentre dans la foi. La foi dans l'homme, la foi dans ses prédispositions à surmonter les épreuves. Vous savez, l'humanité a toujours créé ses propres problèmes. Et puis, elle arrive quand même à les surmonter. Je ne sais pas si ça l'amuse, mais à la longue, ça l'use aussi. Donc, la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est créé par les hommes. On a des catastrophes naturelles. D'accord? Ça, on n'y peut rien. Un ouragan, un tremblement de terre, on n'y peut rien. Mais malgré tout ça, l'homme réussit toujours à rebondir. Mais quand on le voit que parallèlement à ces catastrophes, il crée ses propres catastrophes, on est vraiment désolé pour lui. Donc l'espoir, ce n'est pas à travers les mots. L'espoir, c'est une question de conviction. C'est une question de conviction. N'importe qui, parce que sinon, seuls les poètes auront le droit d'avoir de l'espoir. Non, n'importe quel être humain qui est convaincu qu'il y a toujours une issue quelque part, ben, l'espoir lui appartiendra. C'est comme ça. Il ne faut jamais désespérer. Il faut se rappeler qu'il y a eu des tsunamis. Je ne parle pas des tsunamis naturels, des tsunamis provoqués par des êtres humains, c'est-à-dire des guerres qui ont rasé des civilisations, qui ont rasé des peuples, qui ont rasé des territoires. Et toujours, comme une forêt après l'incendie, l'humanité renaît de ses cendres. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre, il faut toujours garder espoir. Quel que soit le... Personne ne doit nous faire croire que tout est perdu. Voilà. Et puis Yacine, dans ce roman, il ne cesse de faire face à l'adversité, mais il ne tombe pas, il endure, et pourtant il pardonne. Est-ce que c'est aussi un personnage qu'il s'agit d'écouter aujourd'hui? Ça dépend. Ça dépend de lui. Moi, je l'adore. Parce que j'ai dit qu'il me ressemble à ma mère. Ma mère a tout pardonné. Elle est partie sereine. Malgré tout ce qu'elle a subi, elle est partie sereine. Et j'ai le sentiment que lorsqu'on ne pardonne pas, après notre mort, on restera toujours dans une sorte de colère. Une colère parce que quelque chose n'a pas été assouvi. La rancune. Donc, moi, je pense que pardonner, c'est la meilleure façon de survivre à soi-même. Voilà. Bien, merci beaucoup, Yasmine Aguilera. Alors, peut-être que des personnes dans le public ont des questions à poser. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'armée algérienne? Et parlez-nous un peu de votre maman. Il y a eu même des femmes pilotes de chasse en Algérie. Et l'Algérie se targuait d'en avoir dans ses rangs avant même l'armée française. Et nous avons des généraux, des générales. Je ne sais pas si on les appelle les générales. Je préfère qu'on les appelle les générales. Ce sont des femmes qui sont des générales aujourd'hui. Dans la médecine, dans la technique, dans l'administration. Il y a même, il laisse un peu pour les unités de combat, il n'y a que des hommes. Voilà. Mais pour le reste, il y a beaucoup de femmes qui ont été... D'ailleurs, la société algérienne tient debout grâce aux femmes. Ce n'est pas grâce aux hommes. Les sociétés sont debout grâce aux femmes. Pardon? Toutes les sociétés tiennent debout. Absolument, oui. Oui, oui, oui.
Bonjour, il y a une trentaine d'années, j'ai flashé sur une autrice qui s'appelait Yasmina Kadra, qui écrivait des polars. Et donc j'ai suivi le commissaire Loeb avec beaucoup de délectation, parce que c'était très noir, dans un style très brutal. Et je me disais, oh, cette femme, elle a du caractère. Enfin, elle avait vraiment une touche... Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas une femme. Et puis, vous avez changé complètement de style. Et vous êtes rentré dans une littérature qui dénonçait toujours des choses sur l'Algérie. Et il y a quelques années, à nouveau, j'ai eu l'impression de retrouver cette Yasmina dans l'outrage fait à Sarah Eiker. Oui. Et il y aura une suite ou pas? Je ne sais pas, sûrement, mais pas dans l'immédiat. Ouais, bon. Parce que j'ai d'autres projets, d'autant plus que j'ai un roman qui sort l'année prochaine. D'accord. Et voilà, c'est un roman qui va vous faire plaisir. Pour une fois, vous n'allez plus souffrir. Vous allez vous... Non, vous savez, quand j'ai eu un prix, c'était le prix francophone, le polar francophone. Et le lendemain matin, il y a quelqu'un qui est venu féliciter la lauréate. Dans la salle, c'était un festival. Où est-ce qu'elle est, Yasmina? Où est-ce qu'elle est? Ouais, je veux la voir et tout. Et on lui dit, ouais, elle est là-bas. Il se lève la tête, il voit une basanée complètement. Qu'est-ce que c'est? Il cherche la femme, il ne la trouve pas. Il dit, mais où est-ce qu'elle est, Yasmina? Eh bien, c'est lui là-bas. Il paraît qu'il court toujours, il est du côté du Lesotho. Il a traversé toute l'Afrique, il est quelque part du côté du Lesotho. Non, le polar, c'est... D'ailleurs, je trouve que mes polars, surtout la trilogie, à part l'automne des chimères et mes Morituri double blanc, ils sont très maladroits. Je les ai écrits pendant que j'étais en guerre. Donc, le commissaire Loeb m'a aidé à surmonter la guerre, mais je n'ai pas été à la hauteur. Dans le texte, il y a beaucoup de maladresse, l'enquête elle était bâclée et tout. C'est comme si j'avais tellement peur de mourir avant de finir mes livres. Donc il y avait ça aussi, cette notion. Mourir avant de finir le livre. Je me rappelle comme mon éditeur autrichien m'avait dit, à propos d'un de mes romans, qui est encore nul, plus nul que les autres, c'est le Dingo Bistouri. Il m'a écrit pour me dire, on était en 1994, il m'a dit, nous projetons de publier votre livre en 1995. J'ai dit, mais il est fou ce type, moi, est-ce que je serai toujours là en 1995? C'est vous dire. Donc c'était des conditions terribles qui m'empêchaient d'être très proche de mes textes, que ce soit pour les années du Seigneur aussi, ou bien pour Aquarevilo. Ce n'est qu'après, quand j'ai quitté l'armée, et je suis allé d'abord au Mexique, même l'écrivain, c'est un livre que j'ai écrit en 29 jours, et je n'ai jamais eu le temps de le corriger. J'ai jamais eu le temps de le corriger. J'ai eu une dépression d'épuisement, et puis on m'a donné 29 jours de convalescence. Mais c'était la guerre à l'époque. On était suivis un peu partout. Moi-même, j'ai fait l'objet de 2 contrats d'assassinat en 1994. Moi, j'ai fait l'objet de 2 contrats d'assassinat en 1994. Donc, je ne pouvais pas, par exemple, sortir avec mes enfants, aller me balader. Il y avait partout des intégristes qui pouvaient vous abattre à n'importe quel moment. Ce qui fait pendant 29 jours, j'étais enfermé chez moi. Et j'ai écrit l'écrivain. Mais ça a été une écriture assez rapide. Ce n'est pas comme maintenant, j'ai le temps de revoir mon texte, de l'accompagner, cran par cran, chapitre par chapitre, revenir sur certaines choses. J'essaie de m'améliorer de livre en livre. Et là, vous pouvez me juger sur la langue avec celui-là. Mais j'adore les romans policiers. Le commissaire Loeb, c'est quelqu'un qui... On m'a dit pourquoi il est mort. J'ai dit parce que l'un de nous devait mourir. Voilà. Dans Les Vertueux, un des rares personnages sympathiques ou tout au moins porteur d'espoir, c'est un Français. Est-ce que ça a une signification pour vous? C'est un Français. C'est le capitaine, c'est qui? Gildas. Oui. Mais tous les soldats sont sympathiques. Hein. Tous les soldats, les adjudants. Mais c'est normal, c'est un peu... C'est quelqu'un qui a choisi de s'engager alors qu'il avait la possibilité d'être un officier. C'est quelqu'un qui appartient à une famille assez noble, assez riche et tout. Et lui-même, il était très instruit. Il aurait pu aller faire l'école des officiers, mais il a préféré aller être un sous-officier dans une unité consacrée aux Algériens.
Donc il a grandi avec eux. Donc c'est normal qu'il soit sympathique, parce que les Algériens le sont. Oui, vous avez eu une vie très active et très intéressante. Est-ce qu'un jour vous écrirez vos mémoires? J'ai déjà écrit 4 livres sur ma vie. J'ai écrit L'écrivain, L'imposture des mots, Ce que le mirage doit à l'oasis et Le baiser et la morsure. J'ai essayé de raconter ma vie. Pourquoi? Parce que ici en France, à chaque fois qu'on me pose la même question, qui êtes-vous, M. Khadra? J'ai dit, j'ai écrit L'écrivain. Qui êtes-vous, M. Khadra? Il fallait que je leur explique. Et à un certain moment, j'ai dit, okay, j'ai tout dit maintenant, ils n'ont qu'à poser la question à d'autres. Voilà. Et la mémoire, je pense pas pouvoir les écrire, mes mémoires. Ma vie, elle est déjà assez dérangeante. Je préfère écrire des romans qui sont capables de faire voyager mes lecteurs et mes lectrices, voilà, et leur faire connaître d'autres cultures, d'autres mentalités. C'est ça. Moi, je trouve. Dans les mémoires, on a toujours le sentiment de donner des leçons. Moi, j'aime pas donner des leçons. La preuve, je n'ai jamais accepté de faire une conférence. Je préfère un débat et puis je discute avec les gens qui s'intéressent à moi. Parce que eux, ils ont des questions à me poser. Ils veulent savoir des choses. Je peux leur raconter des choses qui ne les intéressent pas. Mais eux, quand ils vous posent la question, ça les intéresse. Merci. Est-ce que vous écrivez de la poésie aussi? Parce que oui, bon, il m'arrive d'écrire de la poésie. Il y en a quelques-unes dans mes romans. Oui. Mais je suis un écrivain parce que je suis un poète médiocre. Voilà. J'écris de la poésie en arabe, mais c'est très loin de la grande poésie, quoi. J'ai pas encore cette force de tout dire en un vers. J'ai pas encore cette force. J'ai 2 questions, je me permets. La première, c'est après avoir tant écrit, qu'est-ce qui vous inspire encore? Quels sont les sujets qui vous inspirent? Et la deuxième, comme tout écrivain, où vous écrivez? À quel moment de la journée? Quels sont vos secrets pour bien écrire, vos sources d'inspiration? Merci. Je vous assure que sur mon ordinateur, il y a au moins 4 ou 5 romans. Je commence celui-là et puis je n'ai pas la force de continuer, je passe à l'autre. La preuve, le prochain, celui qui va sortir l'année prochaine, je l'ai terminé en même temps que celui-là. Il m'arrive d'écrire 2 ou 3 romans pas en même temps. Mais je ne sais pas, l'humanité a tellement de choses à raconter. Donc elle ne pourra jamais s'arrêter de nous inspirer. Regardez, l'homme écrit depuis des millénaires. Et pourtant, il est toujours en train d'écrire. Donc on ne sait jamais. Peut-être une rencontre, un petit détail de rien du tout, un événement, et on est parti. La deuxième question, c'était quoi? Ah oui. Moi, j'écris quand je suis inspiré. C'est-à-dire, je peux pas écrire à côté d'un projet littéraire. Impossible. C'est de prendre des notes ou pour plus tard, non. Quand il y a plusieurs chantiers et quand l'un m'accroche, c'est fini. Je peux écrire pendant 14 heures sans arrêt. Je vous assure. Quand j'ai écrit les Hirondelles de Kaboul, j'avais perdu 7 kilos. Ouais, j'étais devenu basané, plus noir. Écoutez, moi, c'est pas ma couleur. Hein. Attention, hein. C'est pas ma couleur. J'étais en Algérie. Hein. Il y avait beaucoup de soleil. Mais quand j'ai fini les Hirondelles de Kaboul, j'étais vraiment noir foncé. Parce que j'avais tellement souffert dans ce livre. Je partage les émotions de mes personnages. Je vis avec eux. Je souffre avec eux. Et j'ai perdu 7 kilos. Je maigrissais à vue d'œil. Ma femme n'en revenait pas. Elle m'a dit, il va falloir aller voir un psychologue parce que c'est pas normal ce que tu fais. Voilà. Et j'écris. Et puis, j'arrête. Par exemple, j'ai passé 8 mois en Algérie cette année. Je n'ai pas couché une seule ligne. Quand je suis en voyage, quand je suis en Algérie ou quand je suis en vacances, je n'écris pas. À Paris, je suis obligé d'écrire. Il pleut tout le temps. Et je suis né dans le Sahara.
Le matin, quand je hisse les volets et que je vois de la grisaille, j'ai envie de mourir sur place. Alors j'écris pour ne pas mourir. Dans l'Olympe des Infortunes, vous parlez de l'histoire d'un groupe de garçons. Vous parlez d'un groupe de garçons à qui il arrive des malheurs, quelques petits bonheurs, mais surtout des malheurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de se multiplier partout sur la planète? Mais je n'ai pas entendu. Dans l'Olympe des Infortunés. Oui, c'est l'histoire des clochards, oui, des SDF, oui. Est-ce que vous, tout le monde, on ne craint pas que ça se multiplie à l'échelle de la planète? Oui, il y a de moins en moins d'empathie aujourd'hui. Il y a trop de haine parce que nous sommes tributaires de la crise financière. Quand l'opulence est là, tout le monde est content. Et dès qu'il y a une crise, on devient très agressif. Oui, il y a trop de pauvreté, mais dans certains pays, elle est flagrante. Dans certains pays, elle est là. Elle est envahissante même. Moi, j'étais à Los Angeles. Non, à San Francisco, c'était horrible. C'était horrible, je vous assure. Ils venaient à l'intérieur de l'hôtel demander de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vous poursuivent jusqu'à l'intérieur de l'hôtel. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, le sens du partage n'existe plus. L'égoïsme, il a pris le dessus sur l'altruisme. Mais je ne sais pas ce qui... C'est un métabolisme qui m'échappe. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai été dans des pays subsahariens. Il y a des gens qui ont tout abandonné pour aider les peuplades. Vraiment, ce n'est pas des peuples, c'est des peuplades, les pauvres. Ils ont quitté, ils viennent de France, d'Allemagne, d'Italie. Ils sont là avec des populations misérables. Et en même temps, ailleurs, il y a quelqu'un qui peut mourir dans la rue et les gens peuvent passer sans même le voir. Il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le facteur humain aujourd'hui. Voilà. Et les guerres ne vont rien favoriser. Hein. Pardon? Les guerres ne vont rien favoriser. Mais la guerre, c'est la faillite du bon sens, la guerre. Les gens qui font la guerre n'ont rien compris à la vie. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec la guerre? Regardez tous les gens qui sont morts, des millions de gens qui sont morts. Qui s'en souvient aujourd'hui? Personne. Non, la guerre, ce sont des personnes qui sont identifiables, qui à un certain moment essayent d'inscrire leur nom dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des millions de gens à la mort. Mais lorsque l'humanité comprendra qu'il n'y a rien au-dessus de la vie, il n'y a absolument rien au-dessus de la vie. La seule chose qui est précieuse pour l'être humain, c'est sa propre vie. Ce jour-là, peut-être les gens iront moins faire la guerre. Ils iront moins faire. C'est une folie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il n'y a plus... Tout ce qui touche à l'être humain nous touche. Il n'y a plus de frontières. Les frontières ne sont que dans les esprits. Les frontières aujourd'hui ne sont que dans les esprits. Mais vous voyez, par exemple, en Ukraine, ou bien en Irak, en Syrie, vous ne pouvez pas rester indifférent à ce qui se passe. Donc vous souffrez. Sans le savoir, vous souffrez avec les autres. Et on voudrait arrêter de souffrir. On voudrait que les gens se tournent vers le soleil, vers l'été, avec le printemps, vers la beauté du monde, vers les aurores boréales, vers les conquêtes artistiques. On voudrait se tourner vers les humoristes, vers les athlètes, vers les champions du monde, je sais pas, d'athlétisme, voilà, des gens qui nous font rêver. La guerre, c'est un cauchemar. La guerre n'est qu'un cauchemar. Donc allons vers le rêve. Mais ça, c'est difficile. Parce que jusqu'à maintenant, les États ont réussi à domestiquer l'individu. Les États, ils ont bouffé la tête, ils ont squatté la tête des individus, des citoyens. Ils vous disent, ils créent des lois et puis ils font passer ces lois pour des prophéties. Regardez, aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Ils travaillent jour et nuit pour payer des charges. Uniquement pour s'acquitter des charges. Il y a quelques décennies, l'homme qui travaillait disait, écoute, moi, je travaille pour gagner mon beefsteak.
Et puis, il y a peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il a commencé à dire, écoute, moi, je travaille pour gagner mon pain. Aujourd'hui, il dit, je travaille pour payer mes charges. Regardez ce que l'État a fait des citoyens. Et les citoyens, ils se soumettent à ça. Et ils perdent de vue son intégrité, ils perdent de vue sa liberté. D'ailleurs, il n'y a plus de liberté aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes que des codes. Comment on appelle? Code barre. Chacun de nous est devenu un code barre. Vous téléphonez, on sait ce que vous avez dit, on sait où vous êtes, on sait ce que vous avez mangé, on sait même ce que vous avez rêvé. Alors, quand est-ce que l'humanité s'éveillera à la nécessité pour elle de vivre sa vie à elle, d'avoir sa propre intégrité, d'avoir sa propre liberté? Ça, je ne sais pas. Bonjour, monsieur Yasmina Khadra. Je voudrais vous remercier. Il faut faire comme les rappeurs, voilà, il faut parler comme ça. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, maintenant, oui. Oui. Donc, je voulais vous remercier pour votre livre. C'est un livre qui, pour moi, c'est un voyage, c'est un livre, c'est un guide touristique avec des personnages très attachants. Yacine, principalement, et ensuite d'autres personnages qui accompagnent cette personne-là, toujours touchante, insouciante un peu dans son comportement. Et puis, quand je lis ce type de livre, j'aime bien voyager en allant sur Google Maps. Voilà. Ouais. Donc, des fois, je recherche les villages et puis j'aime bien m'imprégner de manière au niveau du lieu, voilà, visuellement, oui. Et je ne retrouve pas certains villages. Alors, des fois, je me dis, est-ce que ça existe? Par exemple, Bir Seket, c'est ça? Bir Seket. Seket. Non, mais ce sont des villages qui ont disparu parce que ce sont des villages de nomades. D'accord. Il y a une maladie, puis il y a une épidémie, ils sont obligés d'aller ailleurs. Il y a la misère, ils sont obligés d'aller ailleurs. Donc, ce n'est pas des villages en pierre et tout. D'ailleurs, il y a un certain moment où Zorg arrive dans un village qui a été déserté par ses propres habitants. Oui. Donc, ce village, quand les gens venaient à quitter un territoire, un village de nomades, par exemple, ce village va disparaître. Et ça va devenir peut-être dans la mémoire des gens un point. Un endroit, mais c'est juste un point. Il n'y a pas de vie. C'est juste un point de repère. C'est tout. C'est vrai, il y a des villages. Par exemple, Ang Nsir, par exemple, là où Zorg est emmené vaincu, je l'ai entendu par un ancien. J'ai dit, mais ça se trouve où? Il me dit quelque part du côté de la vallée de ceci, cela. Mais quand je suis allé là-bas, il n'y avait pas cet endroit. Il avait disparu. Les villages sont les mémoires. Les villes et les villages sont les mémoires d'un pays. Et quelquefois, par endroit, il y a des blancs. Voilà. Il y a des blancs. Il y a des choses qui restent, qui relèvent d'un seul coup du mystère ou de l'invraisemblable. Ça dépend. Et dernière question, donc vous avez été en Algérie récemment, c'est ça? Oui. Et comment vous avez trouvé cette Algérie? Je suis rentré il y a une semaine. Et comment vous l'avez trouvé? Écoutez, c'est mon pays, j'adore ce pays. C'est un pays magnifique. On attend l'éclaircie. C'est pas facile de sortir d'une guerre de libération pour sombrer dans une guerre fratricide comme la décennie noire. Et s'épanouir. Il y a beaucoup de traumatisme et puis il y a un laisser-aller terrible. On n'a pas le sentiment qu'il y a un projet de société. D'ailleurs, il n'y a pas de projet de société. On ne sait pas où l'on va. Mais l'Algérien, il est redoutable de pugnacité. J'espère qu'il mérite vraiment de s'en sortir. J'espère qu'il s'en sortira. Mais ce n'est pas facile. Hein. La corruption est devenue une seconde nature chez nous. C'est terrible. Elle est devenue une seconde nature. On ne peut plus rien faire sans graisser la patte. Même pour vous allez à la mairie, il faut graisser la patte pour avoir un excès de naissance. Voilà, mais ça, c'est une très très mauvaise chose. Ça n'a rien à voir avec l'Algérien que l'on connaît.
L'Algérien des années 60, 1970, 1900, même 1980, ce n'était pas comme ça. L'Algérien avait le sens de l'honneur, ce qu'il appelait le NIF. Il ne pouvait pas trahir, il ne pouvait pas tricher, il avait honte de tricher, de mentir. Aujourd'hui, tout est mensonge, tout est tricherie. Et c'est dommage. Voilà. Je voulais dire qu'il y a quelques années, loin de mon pays et de ma famille, terrassée par la nostalgie et des questions existentielles, j'ai découvert ce qu'est le jour doit à la nuit. Et je voulais vous remercier. Je me suis dit, depuis ce moment, que le jour où je rencontrerai Yasmina Khadra, je vais lui remercier de tout mon cœur. Parce que ce que ce livre m'a fait, je pense qu'aucun psy n'aurait pu faire avec moi. Le personnage du père de Younes m'a permis de mieux comprendre mon père et d'être moins critique envers lui, parce que j'ai compris finalement que beaucoup des êtres nous paraissent très durs, mais on ignore complètement ce que l'existence leur a fait subir dans le passé ou le fait subir même dans le présent. Merci beaucoup, que ce soit pour ce qui est les jours de la nuit ou pour tous vos livres. Maintenant, ma question, c'est que, étant vous-même croyant, M. Yasmina Khadra, et on sait que l'islam, je suis musulmane aussi, on sait que l'islam, c'est la soumission à Dieu. Et dans certains pays du monde, les religieux ont rendu cette religion en soumission à ces derniers. Quels seraient vos conseils pour le jeune musulman et musulmane qui aspirent à l'écriture ou toute autre carrière et qui veulent parvenir à un état où ils s'en détacheront totalement de toutes les chaînes, y compris les invisibles, et arriver à se questionner sur tout? Merci. Le premier pas vers la littérature... Le premier pas, c'est la liberté. La littérature, c'est la liberté. J'ai appris ça quand j'étais dans l'armée. Quand j'écrivais sous mon vrai nom, en tant qu'officier, je faisais très attention à mes propos. Je ne m'attaquais jamais aux vrais problèmes. J'étais toujours à la périphérie des choses. Je n'avais pas le courage d'aller au fond des choses. Et puis, quand l'armée m'a imposé un comité de censure, j'étais obligé d'écrire dans la clandestinité. C'est là que j'ai découvert toute la portée de la littérature, c'est la liberté. Quand vous êtes écrivain, vous n'êtes ni musulman, ni chrétien, ni juif, ni athée. Vous êtes dans la générosité, vous êtes une pensée humaine, vous êtes une proposition, la proposition d'une idée, d'un univers. Voilà. Vous êtes dans la créativité. Vous devenez vous-même votre propre religion. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer aux autres? Qu'est-ce que vous voulez partager avec les autres? Donc, il faut faire abstraction de tout ça. Moi, j'écris, vous savez, en Algérie, il y a des gens qui m'en veulent parce que certains passages leur paraissent blasphématoires. J'ai dit, mais c'est la vie. On raconte la vie. Je ne raconte pas ce qu'on attend de moi. Je raconte ce que je dois donner, ce que je dois suggérer, ce que je dois proposer. C'est ça la littérature. Voilà, mais, donc, enlevez de votre tête ce musulman. Vous êtes écrivaine, vous parlez au monde entier. Vous savez, j'ai été un peu partout, pratiquement dans tous les pays où je suis traduit. Je n'avais pas le sentiment qu'on m'accueille en tant que musulman. On m'accueille en tant qu'ami. On m'accueille en tant que confident. Et c'est ça. La beauté de la littérature, c'est ça. Un écrivain appartient à tout le genre humain, pas seulement à tous les genres humains. J'ai été, il y a quelques années, à Rennes. Il y avait des prisonnières à la prison de Rennes, des femmes qui avaient commis c'était des crimes de sang. Donc qui étaient lourdement condamnées. Elles ont demandé à me rencontrer. Et je n'avais pas le sentiment que j'avais devant moi un criminel. Ce sont des gens qui appartiennent à un événement, nous sommes tous fragiles. Ça peut nous arriver de faire quelque chose qui pourrait détruire notre vie. Votre père, par exemple, vous pensiez qu'il était mauvais et tout, mais non, il n'était pas mauvais. C'était sa vie qui était mauvaise. Il était victime de sa propre vie. Donc voilà, et l'écrivain est là justement pour éveiller les consciences. Et ça ne veut pas dire que tous les écrivains éveillent les consciences. Hein. Mais la littérature, c'est aussi l'humanité. Il y a des écrivains magnifiques et des écrivains maléfiques. Il y a des écrivains qui vous apprennent à aimer l'autre et des écrivains qui vous apprennent à le détester. Voilà,
Donc ça dépend. Moi, je ne crois pas beaucoup dans la magie de la littérature. Je crois dans la magie de la générosité. Et les généreux, ils peuvent être médecins, ils peuvent être écrivains, ils peuvent être peintres, ils peuvent être footballeurs, je sais pas. C'est ce qu'ils nous donnent. C'est ce qu'ils nous donnent qui nous importe. Voilà. Bien, un immense merci. Merci.